Hey, avant de commencer la vidéo, je me permets de vous parler du nouveau podcast disponible sur le Patreon. À partir de 3 € par mois, vous pourrez avoir accès à des podcasts exclusifs de discussion et d'analyse de jeux vidéo avec toute l'équipe Iconoclast. Actuellement, ce sont 4 podcasts qui sont disponibles sur Immortality, Cyberpunk 2077, Pokémon 9G et tout récemment Vampire Survivors. Si le rythme est actuellement d'un podcast tous les mois, sachez que différents paliers sont disponibles pour augmenter le rythme de ces productions et pourquoi pas vous laisser choisir des jeux de temps en temps. En soutenant la chaîne, vous aurez également accès à un Discord privé, un club de lecture dans lequel on discute des vidéos que l'on produit, des podcasts, de l'actualité et des jeux auxquels on joue. Si vous vous sentez d'humeur généreuse, sachez qu'à partir de 5 € par mois, vous aurez accès aux vidéos Iconoclast en avance, sans publicité, ni même de sponsor en début de vidéo. Bref, l'option de la tranquillité pour celles et ceux qui souhaitent nous soutenir. Patreon, c'est une option de financement participatif que j'aimerais développer au mieux pour être de moins en moins dépendant des vues, des pubs et des sponsors. Merci à toutes celles et ceux qui nous soutiennent déjà financièrement, et si ce n'est pas le cas, sachez qu'un pouce en l'air, un abonnement et un gentil commentaire, c'est déjà un énorme soutien. Bonne vidéo! Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous faire poursuivre en justice par un géant de l'industrie du jeu vidéo? Bon, très probablement que non, mais je demande quand même, on sait jamais. Si je vous pose cette question, c'est surtout que par défaut, quand on pense jeux vidéo et grosse société, on a tendance à se dire AAA, nouvelle franchise, grand nom de créateur ou même énorme quantité d'argent. C'est des mots-clés percutants pour les joueurs et les joueuses, mais qui pourtant peuvent aussi s'associer à des événements tout de suite plus dramatiques, comme de bons grosses batailles judiciaires à base de qui c'est qui a volé le moteur graphique à l'autre, qui c'est qui fait de plus en plus de concurrence déloyale, voire qui c'est qui a leak la prochaine IP quelques jours, des semaines, voire des mois avant sa sortie. C'est tout un art, hein, et les enjeux, les raisons, ainsi que les conséquences sont souvent énormissimes. Enfin, pas toujours. Puisqu'au-delà d'être de presque série Netflix, ce genre d'événement, c'est aussi, et on en parle bien moins, le terreau parfait pour la naissance d'une multitude de procès sans forcément de logique ou de fin. De véritables boules de nœuds, souvent bourrées de mauvaise foi ou d'attaques pas forcément bien préparées voire gratuites, se transformant assez rapidement en sketch pur et dur. Un petit peu comme cette dame qui, il y a quelques années, a attaqué Rockstar soi-disant, car ils avaient mis en place une mission trop fortement inspirée d'un moment de sa vie, retranscrit dans son autobiographie, pas encore sortie. Ah non, mais cherchez pas à comprendre. Aujourd'hui c'est Ico, et aujourd'hui, je pense que vous l'avez compris, on va voir 4 des procès liés aux jeux vidéo les plus stupides jamais vus. Que ce soit, dans leur déroulement, dans leurs origines, ou en tout cas, même dans leur résolution. La bataille à sens unique de Nintendo. Nintendo contre Kotiota. Si attaquer des personnes ou des sociétés en justice était une compétition, il y aurait une entité qui se démarquerait tout particulièrement. Le roi des rois, le numéro uno, Nintendo. Oui, parce qu'en plus d'être connu pour ses franchises légendaires, le géant l'est tout autant pour sa capacité à poursuivre en justice n'importe qui pour à peu près n'importe quoi. Avec à la clé des sommes souvent assez folles. 2,1 millions pour un site de ROM hack, 1,6 million pour un Australien de 24 ans un petit peu partageur, 40 millions de dollars pour des histoires de brevets un petit peu obscurs. C'est simple, si Nintendo avait une morning routine, ça serait faire des jeux, faire des consoles et poursuivre des gens en justice. Objection! Et c'est justement cette habitude à se précipiter dans ce genre de conflit qui va pousser la très proche Pokémon Company à s'embourber en son nom et en celui de Nintendo dans une affaire qui va très vite devenir ridicule. Je vous explique. Tout commence le 19 août 2022 lorsque la filiale en charge de la franchise Pokémon hors de l'Asie, The Pokémon Company International, se met à recevoir quelques mails assez alarmants. Il y aurait quelque part dans le monde le service juridique d'un certain studio qui serait en train de contacter et d'exiger, sous peine de poursuite, que plusieurs organes de presse et autres petits sites indépendants les créditent pour le développement / participation à la création de plusieurs jeux Pokémon. Ce studio, c'est Kotiota, un studio made in Australia, fondé par un certain Xiaoyan Liu. Retenez bien ce nom, c'est important. Se vantant d'être un partenaire officiel de Pokémon Company, d'avoir travaillé sur Pokémon Home, Pokémon Snap, et même sur la conception et l'animation du monde ouvert de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Et je rigole absolument pas, c'est écrit en gros sur leur site. Un site qui de manière somme toute assez anodine, renvoie vers un autre projet, Pokémon World, un pay-to-earn en plein développement lié au métavers et au NFT, promettant aux joueurs pour courant 2023 un jeu où dresseurs et dresseuses pourraient générer via des duels ou des échanges de la crypto-monnaie, le tout sous couvert d'une autre société appartenant aussi à Liu depuis 2016, s'appelant, tenez-vous bien, Pokémon Pty Ltd.
Ah bah autant vous dire qu'en voyant ça, les gars de la Pokémon Company, plutôt habitués à des affaires de ROM-hack ou de fangame pas trop compliquées à retrouver, bah ils vont très vite voir rouge. Très rouge. Puisqu'au lieu de lancer ses habituelles moultes menaces et autres piques par courrier, le géant japonais va plutôt opter pour le lâcher d'avocats local et l'utilisation de détectives privés pour directement signifier à Xiaoyan Liu qu'ils avaient maintenant rendez-vous au tribunal. Toute la procédure est donc en place et à ce moment précis, la Pokémon Company, épaulée par Nintendo, attaque officiellement en justice Liu. Sauf que c'est aussi à ce moment-là que l'affaire va prendre une tournure assez bizarre. L'avocat, maître David Fixler, n'arrive tout bonnement pas à entrer en contact avec qui que ce soit au studio, et pire, de son côté, le détective lui remarque une fois sur place plusieurs incohérences dans le dossier. Pour commencer, contrairement à ce qui est référencé sur les diverses bases de données, il n'y a aucun Katiota Studio ou Pokémon Pty Ltd dans les bureaux du 3 Parramatta Square à Parramatta. Ensuite, l'adresse personnelle de Xiaoyan Liu ne concorde absolument pas, et la seule personne portant le nom de Liu dans le quartier est une voisine n'ayant en aucun cas connaissance de ces histoires, et pour cause. Xiaoyan Liu et ses collaborateurs n'ont juste pas l'air d'exister, et la plupart de leurs données sont bidonnées de manière assez grossière. Shan Liu, Jason Grant, Philip Long, Wade Levis, Richard Duran, presque toutes les personnes citées dans le projet ont des profils incohérents à souhait, et presque tous, en plus d'être introuvables, ont réussi l'exploit de travailler pendant des années dans des sociétés avant même que celles-ci ne soient ouvertes, comme lui, qui assure avoir travaillé dans une boîte spécialisée dans le développement d'applications mobiles de 2005 à 2010, alors que celle-ci n'a vu le jour qu'en 2013. Un bon gros cul-de-sac, bourré d'employés et d'accusés fantômes qui n'empêchera en rien Pokémon Company et Nintendo d'aller au bout des choses et de se présenter au jugement qu'ils avaient déclenché le 21 décembre 2022 pour un procès mettant en demeure une personne vraisemblablement pas réelle. Bon bah ils vont bien entendu gagner, vu qu'ils étaient dans leurs droits et seuls à l'audience. Une audience qui se conclura par « Bravo Pokémon Company !» Bravo Nintendo, vous avez gagné. Mais au vu du contexte et de l'absence d'accusés réels, il n'y a aucune certitude que les accusés ne respectent ce qui a pu être dit ici. Vous êtes donc libre d'intenter d'autres procès à l'avenir s'ils continuent sur cette voie-là. Oui, donc absolument rien n'est résolu sur le plan légal. Le site Pokémon World est toujours en ligne. Par intermittence, mais toujours en ligne. Et que ce soit la Pokémon Company ou Nintendo, les deux peuvent maintenant se féliciter d'avoir réussi à engager un procès contre des personnes qui n'existent pas. Un studio peut-être un petit peu trop susceptible. The Slaughtering Grounds contre Internet. Si les jeux de zombies et les effusions de sang virtuel, c'est votre truc, il y a de grandes chances que vous ayez, malheureusement pour vous, déjà entendu parler de The Slaughtering Grounds. Développé par Digital Homicide, un tout petit studio d'Arizona fondé par deux frères, James et Robert Romine, The Slaughtering Grounds, c'est l'histoire d'un FPS PC sorti le 31 octobre 2014 sur Steam et promettant une aventure zombiesque aussi hilarante que défoulante. Le problème, c'est qu'en plus de ne tenir aucune de ces deux promesses, le jeu est rapidement épinglé comme étant lamentable. Une immondice bourrée de taches de sang en .png, saupoudrée d'un gameplay médiocre et d'une bande son d'une minute, tournant en rond encore et encore. Le studio est dans une sauce assez conséquente, les retours sont très durs pour ne pas dire insultants, mais bon, pourtant, parmi tout ça, c'est surtout une vidéo qui va se faire remarquer plus que le reste. Cette vidéo, c'est celle de James Stephanie Sterling, qui du haut de ses 400 000 abonnés et de son expertise en tant qu'ex-journaliste, va pendant 10 minutes faire une petite réaction en direct avec un titre assez évocateur. Slaughtering Grounds, un nouveau prétendant au pire jeu de 2014. La vidéo va très bien fonctionner, ce sera même le plus gros succès de tous les temps en termes de visibilité pour Slaughtering Grounds sur YouTube, mais voilà, Sterling dit les termes. Atomise littéralement le jeu et met en avant l'incohérence et les divers éléments un peu piochés au hasard sur internet pour être implantés dans ce ragoût d'erreurs, ce qui va encore plus énerver les joueurs ayant été allégés de 9,99 €. Un bon coup de pub qui va attirer l'attention de Digital Homicide à un niveau limite viscéral. Genre vraiment, à tel point que pour les frères Romine, Sterling c'est LA personne à abattre par tous les moyens, et peut-être pas les meilleurs.
vidéo review de la review avec un beau sous-titrage bourré d'insultes et de moqueries. Oui, le texte que vous voyez à l'écran, c'est signé Digital Homicide. Utilisation du DMCA afin de faire disparaître la vidéo pour des raisons de copyright, car pour eux, dire du mal à ce point du jeu, c'est injuste pour un produit sous droit d'auteur, ce qui forcera entre autres Sterling à regarder une vidéo des Happy Tree Friends sur le sujet et attendre 2 semaines pour la faire revenir, parce que c'est comme ça que fonctionnait YouTube avant. C'était les Happy Tree Friends qui te disaient que tu faisais des bêtises. Et cerise sur le gâteau, interview assez clash entre Sterling et le studio, où d'ailleurs sera dit ceci. Yet you affect tons of developers' lives, financially affect them. That is why one day you're gonna have enough subscribers, you're gonna make enough money on your Patreon thing, and somebody's gonna get tired of your shit and they're gonna sue you. So I'm not saying we are, I'm saying somebody's gonna have the money to do it, and they're gonna win. Et quand il dit un jour et quelqu'un, il parle bien entendu de lui. Et du 6 mars 2016, le jour où, 2 ans après les faits, James Romine, l'un des développeurs, attaquera personnellement en justice Sterling. Au moins, il avait prévenu. Les chefs d'accusation présentés au tribunal du district de l'Arizona sont aussi nombreux que flous, il y en a 9 au total, allant de la diffamation à la calomnie jusqu'à l'agression, le tout présenté par un James Romine préférant se représenter seul, sans avocat, en agitant un dossier fait maison expliquant comment les vidéos de Sterling avaient été produites dans une posture de malhonnêteté, dans le seul but de nuire et de créer délibérément de la controverse autour d'un jeu, tout ce qu'il y a de plus honnête au fond. Les preuves, ce sont des tweets, des extraits de vidéos, des surnoms donnés pendant ces années de clash, le tout pour en arriver à la conclusion que Sterling a absolument tout fait pour pousser les gens à diffamer Digital Homicide. C'est si grave que Romine estime tout seul comme un grand qu'il faudrait 2,6 millions de dollars pour couvrir le préjudice des ventes non effectuées à cause de cette affaire, 5 millions de dollars de dommages et intérêts et 3,3 millions en guise de réparation pour l'éclat fait à la réputation du studio et la détresse émotionnelle qui en a découlé. Au total, c'est près de 15 millions de dollars qui seront exigés sur la totalité des 11 mois de ce ping-pong judiciaire, qui ne trouvera finalement de conclusion que le 21 février 2017, lorsque le tribunal d'Arizona prendra la décision de tout bonnement rejeter en bloc la demande de James Romine. Pour, je cite, « Le tribunal a conclu que le plaintif n'était pas une partie appropriée pour les réclamations qu'il a affirmées, car les réclamations appartenaient à la LLC, dont il était membre. » Ah bah c'est ça de pas prendre d'avocat, hein. Tu sais plus où tu vas et t'oublies que tu peux pas attaquer quelqu'un personnellement au nom de ton studio. Rajoutez à cela que le tribunal va statuer qu'ils devaient tous deux payer personnellement leurs frais et vous avez une superbe querelle juridique bien stupide étalée sur 1 an pour une vidéo review et des développeurs susceptibles. D'ailleurs, fun fact, après ça, c'est l'avocat de la défense qui va convaincre Romine d'arrêter ses romineries en lui expliquant point par point pourquoi il ne gagnerait pas avec un tel dossier s'il retentait sa chance. Ce qui, accessoirement, n'aurait de toute manière servi à rien, étant donné qu'après avoir perdu sa réputation, sa crédibilité et son procès indirect, Digital Homicide a disparu pour de bon. Ce qui est super ironique avec un tel nom quand on y pense. L'homme qui pensait posséder un mot, Softtek Software contre à peu près toute la planète. Si pour nous, communs des mortels, l'univers des jeux vidéo c'est souvent synonyme d'un bon ou d'un mauvais moment, pour l'industrie, en plus d'être des œuvres à part entière, ce sont aussi des produits avec leurs propres codes, leurs propres règles censées garantir le bon droit et la propriété intellectuelle de tous. Sauf que dans l'histoire, des magouilleurs prêts à tout, il y en a eu des tonnes, et le milieu du jeu vidéo est tout sauf exemple de ce genre de personnes-là. En tout cas, c'est ce qu'un certain Tim Langdell nous a sérieusement rappelé. Originaire du Royaume-Uni, Tim Langdell, c'est, au début des années 80, un rédacteur dans divers supports papier liés au PC, mais aussi le PDG de Softtek Software, un développeur-éditeur tout jeune, particulièrement connu pour sa capacité à prendre des jeux populaires d'arcade et à les adapter à leur sauce sous d'autres noms. C'est des clones, voilà. Je voulais pas dire le terme, mais c'est des clones. C'est un business plan aujourd'hui assez discutable, mais qui à cette époque, et au vu du nombre de supports pas forcément gâtés par des studios se focalisant sur ce qui marche, va permettre à Softtek Software de gagner du terrain pendant des années. Un succès vraiment tout relatif qui, dès 84, motivera Langdell à se dire que ce serait vachement bien d'ouvrir une nouvelle branche pour sa société, The Edge, qui elle se fera racheter début 90 en même temps que Softtek Software par The Edge Game, une autre boîte de Langdell, cette fois-ci basée en Californie. Bon, à ce moment-là, on pourrait totalement se dire que ça y est, c'est le début d'une nouvelle vie, que le studio va repartir sur de bonnes bases, qu'ils vont pouvoir faire autre chose que des clones,
finalement, tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Oh, vous êtes tellement pas prêts. Oh non. Puisqu'après avoir produit de nouveaux clones à la qualité toujours aussi douteuse que les premiers, Edge Game and Team vont se découvrir une passion pour le moins atypique. Et par atypique, je veux dire intimider toute société ou créateur ayant ou comptant utiliser ce qu'ils estiment comme leur propriété, c'est-à-dire le mot Edge. On attaque ainsi New World Computing pour Planet's Edge, Marvel pour divers de ses comics logotés Edge, Sony pour PlayStation Edge, Namco pour Soul Edge, et même des sites spécialisés jeux vidéo, tous. Et bien d'autres vont être pendant des années harcelés par Monsieur Langdell qui, au lieu de travailler sur ses propres jeux, essayait plutôt de faire valoir des droits ou des pourcentages via des plaintes auprès du bureau américain des brevets et des marques, sous prétexte qu'il en avait déposé les marques. Et même si presque toutes les requêtes finissaient généralement par soit un changement de nom, comme avec Soul Edge qui deviendra Soul Blade puis Soul Calibur, soit par être rejeté, sans spécialement que tout ça aille au tribunal, au bout d'un moment, dans sa frénésie, Langdell va finir par s'attaquer aux mauvais gars. Le genre de boîte qu'il ne vaut mieux pas menacer, et encore moins leur exiger de l'argent. Je parle bien entendu d'Electronic Arts pour leur jeu sorti en 2008, Mirror's Edge, et qui, contrairement à tous les adversaires de Langdell, va accepter avec le sourire d'aller porter ça face à la justice. Et c'est comme ça que le 11 septembre 2009, tout ce beau monde ira au tribunal pour statuer sur l'appartenance d'un mot, Edge. Et tenez-vous bien, ça va être aussi stupide que ça en a l'air, parce que Electronic Arts, ils sont en mission. Electronic Arts se présente avec un parpaing de 26 pages. 26 longues pages expliquant de but en blanc comment, en plus d'abuser de ses marques déposées et de les avoir harcelées depuis 2007 par rapport à Mirror's Edge, Tim Langdell ne serait en fait pas si attaché au terme Edge qu'il souhaite le faire croire et tente surtout de se l'accaparer pour en tirer des profits sur le dos des autres. Pour preuve, celui-ci, au lieu de créer de nouvelles franchises ou d'éditer de nouveaux jeux, aurait en 1996 et 2006 dégainé des vieux jeux sortis sur Amiga dans les années 80, comme preuve que les licences étaient toujours activées. Maintenant frauduleusement de cette manière la plupart de ces marques, et n'hésitant d'ailleurs pas à user de falsification quand ça coinçait un petit peu. Les preuves de faux et de mauvaise foi sont alors accablantes. Le tribunal ne sait plus vraiment où donner de la tête, et face au fait que Langdell semble totalement en tort, voire poursuivable pour ce qu'il avait fait en général, préférera rejeter en bloc la plainte d'Edge Games envers EA pour contrefaçon de marque. Un échec qui mettra fin au procès et sera rapidement suivi par une demande bien épicée d'Electronic Arts pour faire annuler la totalité des noms enregistrés par Edge Games, soit 2 fois le mot Edge, The Edge, Gamer Edge et Cutting Edge. Une demande qui finira par être acceptée à l'amiable fin 2010 par Tim Langdell lui-même, bien que celui-ci continuera de clamer son innocence tout en accusant la multinationale d'avoir œuvré pour nuire à sa société, qui entre-temps sera prise dans d'autres tourmentes judiciaires. Une bien réelle réussite pour Mirror's Edge, qui d'après Jeff Brown, le porte-parole d'Electronic Arts au moment des faits, aura permis aux petits développeurs confrontés à ce genre de situation de savoir qu'ils peuvent et qu'ils doivent se battre pour leurs droits. Ouais, Electronic Arts qui parle de droits et de petits développeurs dans la même phrase. On pourrait presque en rire si ceux-ci n'avaient pas vraiment mis hors d'état de nuire un fou furieux persuadé que le mot Edge lui appartenait. Maintenant, si vous avez des doutes sur l'honnêteté et le ridicule de cette affaire, dites-vous qu'entre-temps, Langdell s'est autoproclamé aumônier, prêtre, professeur maître zen ainsi que auteur. Le tout en continuant de lancer des réclamations autour de certaines marques déposées entre deux podcasts zen, comme en 2016 avec Razer ou en 2023 avec Microsoft pour Bleeding Edge. Comme quoi, autant dire que ça n'aura absolument servi à rien. Enfin, à part pouvoir se dire qu'un jour Electronic Arts a été l'un des gentils de l'histoire. Abandon et mauvaise foi, Double Fine contre Activision. Est-ce que vous avez déjà joué à un jeu de Double Fine Studios ? Créé en juillet 2000 par d'anciens de chez LucasArts, l'histoire du studio est assez particulière. Initialement imaginé dans le seul but de pouvoir mettre en place un endroit pouvant offrir à la fois un cadre agréable pour les employés et une liberté artistique sans trop de limites, Double Fine s'est vite heurté à la triste réalité. Leur premier projet, Psychonauts, est lâché par Microsoft pour des désaccords, avant d'être repris par Majesco Entertainment qui, eux, imposeront crunch et une nouvelle roadmap. Un début plein de désillusions qui va sérieusement marquer Double Fine. Mais pas totalement les décourager puisqu'ils vont tenter leur chance à nouveau.
Tout juste après la sortie de Psychonauts, le PDG Tim Schafer l'annonce, le studio va produire un nouveau jeu radicalement différent mélangeant action-aventure, stratégie et heavy metal, Brutal Legend. La couleur est instantanément donnée et grâce à la participation de Jack Black ainsi que d'autres grands noms au projet, Double Fine réussit même à recevoir le soutien financier de Vivendi. Un choix sur le moment raisonnable, mais qui va à son tour se transformer en bourbier pour le staff lorsque Vivendi va fusionner avec Activision courant 2008, qui eux prendront la décision de faire le tri chez les studios partenaires de Vivendi, coupant les ponts avec eux et retirant, sans prévenir personne, en interne, Brutal Legend et plusieurs jeux de leur futur line-up. Un abandon financier dans les règles de l'art, qui de manière assez ironique va pousser Tim Schafer et Brutal Legends dans les bras d'Electronic Arts. Est-ce que vous le sentez venir, le bon gros problème assez puant là? Nous sommes début 2009, soit environ un mois après cette reprise, et alors que le développement s'approche de la phase finale, EA reçoit une très jolie lettre expliquant de manière texto qu'Activision n'hésiterait pas à les poursuivre, eux et Double Fine, si Electronic Arts n'abandonnait pas immédiatement leurs droits d'édition. Chose à quoi l'éditeur va répondre dans la foulée de manière publique: nous doutons qu'Activision essaie d'aller plus loin avec ça, ce serait comme un mari qui abandonne sa famille puis décide de la poursuivre après que sa femme ait rencontré un gars plus beau. Un tacle qui ne plaira pas du tout à Activision et qui finira par, quelques mois plus tard, poursuivre le studio, et uniquement lui pour tenter d'empêcher la sortie de Brutal Legend, parce que si eux ne l'ont pas, personne ne l'aura. C'est un petit peu comme si tu mettais ton canapé sur le trottoir, parce que t'en veux plus, ce qui n'est pas bien, hein, je tiens à vous le rappeler, mais qu'en voyant que quelqu'un le prend, tu descends à la hâte pour y mettre le feu. Une tentative d'incendie qui sera justifiée par, je cite, un dommage irréparable pour Activision, celui-ci ayant injecté 15 millions de dollars dans Double Fine, leur portant maintenant atteinte avec ce nouveau partenaire. Sauf qu'à côté, et ça Activision se garde bien de le dire, le tribunal va vite découvrir qu'en plus de n'avoir aucune négociation en cours et encore moins de preuves, contrairement à ce que l'éditeur rapporte depuis la fusion, ceux-ci n'ont pas adressé ne serait-ce qu'un seul message ou qu'une seule instruction à Double Fine pendant 6 mois. Double Fine, qui je le rappelle, après 6 mois de silence radio, apprendra sa déprogrammation et son lâchage dans les médias. Les noms d'oiseaux fusent, les pics partent dans tous les sens, le studio Activision essaie surtout d'empêcher l'arrivée d'un éventuel concurrent pouvant être rattaché à Electronic Arts. Ils n'ont jamais été intéressés par le titre et l'ont juste annulé. Maintenant, et en voyant qu'on allait avoir une couverture digne de ce nom, ils veulent s'assurer de le tuer, pour être sûr que Guitar Hero n'ait pas à faire face à de la concurrence. Si ce projet plaisait à Activision, alors ils auraient dû lui mettre la bague au doigt. L'affaire va faire grand bruit, va devenir le drama de l'été, et puis plus rien. Après des mois de procédure, des mois d'échanges corsés souvent en public, et un suspense insoutenable quant à l'avenir de Brutal Legend, Activision se retire officiellement de l'affaire. La Cour supérieure de justice de Los Angeles confirmant l'annulation pure et simple de l'audience en expliquant qu'un accord à l'amiable aurait été trouvé. Je suppose que par accord à l'amiable, il parle d'Electronic Arts, et par trouver explique potichek. Il n'y a pas à dire, hein, le langage judiciaire c'est quand même subtil. Hein. Ça valait le coup de saisir la justice pour ça. Et si Brutal Legends finira quand même par sortir, la même année pour le plus grand plaisir des fans, le procès Activision Double Fine, en plus d'avoir été complètement stupide dans la forme, va perdurer dans les mémoires, comme étant le procès et en plus servi à faire la promo du jeu qu'autre chose. Après, cette résolution n'a pas empêché Tim Schafer d'insulter ouvertement le patron d'Activision Blizzard l'année qui suit. Donc autant dire que l'ambiance devait être super bonne. Bon, après ce qu'on a vu, on peut aisément déduire que la plupart des grosses affaires liées aux jeux vidéo et où tous les petits couteaux veulent goûter ne sont pas forcément aussi exceptionnels et épiques qu'on essaie de nous le vendre. Si certains cas sont certes légitimes face aux abus, d'autres peuvent tout de suite être radicalement plus bizarres, voire déclenchés volontairement à la moindre occasion pour se payer une bonne pub. Le fameux chevalier blanc qui défend la cause, qui défend les droits ou l'avenir de l'industrie du jeu vidéo d'une menace d'un de ses concurrents, c'est quelque chose de super courant. Epic Games l'a fait avec Apple. EA semble adorer se mettre dans cette posture alors qu'ils sont vraiment pas tout blancs et finissent souvent au tribunal du mauvais côté. Et bon Nintendo c'est Nintendo, hein, il faut leur tambouille, c'est toujours un peu spécial. Je dis pas que tous sont en tort dans leur démarche, il y a évidemment des cas très sérieux, sérieusement stupides en tout cas, mais sérieux quand même. Ce qui est probablement un indicateur qu'il risque d'y avoir une suite à cette vidéo, juste pour le plaisir. Ou vous serez vraiment très surpris de voir ce qu'on peut trouver dans les archives publiques des tribunaux. Avant de partir, mettez un petit pouce en l'air, abonnez-vous, activez la cloche. Je vais pas tout le temps vous rappeler tout ce qu'il faut faire, mais faites-le parce que c'est très important pour le référencement de la chaîne. Merci à toutes et à tous. Ayez toujours une petite pensée pour ce premier homme qui a décidé de goûter un poisson fougou. On n'y pense jamais assez. C'était Ico. Ciao!